Vous êtes-vous déjà demandé si les mots que nous prononçons chaque jour n'étaient pas de simples sons, mais de véritables piliers de notre réalité? Une simple phrase mal formulée peut briser une relation, nuire à votre réputation ou, pire encore, vous convaincre vous-même de vos propres faiblesses. Et si je vous disais que les sages de l'Antiquité, les stoïciens, détenaient le secret d'un langage capable de rendre l'homme invulnérable au chaos de la vie? Dans cette vidéo, nous allons décrypter 11 phrases qu'une personne intelligente guidée par les principes du stoïcisme ne prononcera jamais. Je vous le garantis, vous utilisez certainement plusieurs de ces expressions au quotidien sans même soupçonner le mal qu'elles vous infligent. Êtes-vous prêt à faire l'inventaire de votre vocabulaire pour acquérir une véritable force intérieure? Alors restez jusqu'à la fin, car la dernière phrase est le piège le plus insidieux tendu à notre esprit. Avant de commencer, faisons un bref voyage dans le temps, vers la Grèce antique et Rome. C'est là qu'est née la philosophie du stoïcisme. Oubliez tout ce que vous pensiez des stoïciens comme de simples statues insensibles. En réalité, c'était un système incroyablement pratique pour guider sa vie. Des figures comme l'empereur Marc Aurèle, le dramaturge Sénèque et l'ancien esclave Épictète ne faisaient pas que des réflexions abstraites. Ils cherchaient des réponses aux questions les plus urgentes. Comment rester serein au cœur de la tempête? Comment être heureux indépendamment des circonstances extérieures? Leur idée fondamentale repose sur la dichotomie du contrôle. Ils distinguaient ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées, nos jugements, nos réactions et nos paroles, et ce que nous ne pouvons pas maîtriser, la météo, l'opinion des autres, le passé et l'avenir. Selon les stoïciens, la sagesse consiste à concentrer toute notre énergie sur le premier point et à accepter le second avec imperturbabilité. C'est pourquoi le contrôle de la parole n'était pas pour eux qu'une simple question d'étiquette. C'était un outil fondamental pour entraîner l'esprit et l'âme. Chaque mot prononcé était un pas, soit vers le chaos, soit vers l'harmonie. Alors, la première phrase que vous n'entendrez jamais d'une personne réellement sage est celle-ci. C'est injuste. Soyons honnêtes, la vie nous confronte constamment à des situations qui nous semblent être le comble de l'injustice. Votre collègue est promu alors que vous avez travaillé plus dur. Votre vol est annulé, ruinant vos projets de vacances. Quelqu'un d'autre récolte tous les lauriers pour votre idée. La première réaction, instinctive, est de lever les mains au ciel et de s'exclamer face à l'injustice universelle. Mais que se passe-t-il à ce moment précis du point de vue des stoïciens? En prononçant cette phrase, vous remettez volontairement votre harmonie intérieure entre les mains des circonstances extérieures. Vous déclarez en substance « Mon bonheur et ma tranquillité dépendent du fait que le monde se comporte toujours comme je le crois juste. C'est la recette du malheur éternel. » Un stoïcien comme Marc Aurèle, qui a fait face à la trahison, aux guerres et aux épidémies, voyait les choses différemment. Il se serait demandé « La justice de ce monde est-elle sous mon contrôle ?» La réponse est évidente. Non. Quel intérêt alors de gaspiller une énergie précieuse dans la colère et l'apitoiement sur soi? Au lieu de cela, la personne sage change de perspective. Au lieu de « c'est injuste », elle se pose une autre question. Que puis-je faire avec cela? Elle ne nie pas la douleur ou la déception, mais elle les utilise comme carburant. Si son collègue est promu, elle analyse les compétences qui lui ont fait défaut et élabore un plan pour les développer. Si son vol est annulé, elle y voit l'occasion de travailler sa patience ou de trouver une aventure inattendue. Cette phrase « c'est injuste » vous transforme en victime passive des circonstances, tandis que la question « que puis-je faire » fait de vous l'artisan actif de votre propre destin. C'est un changement fondamental, passant de la rancune enfantine envers le monde à la responsabilité adulte de votre propre réaction. Souvenez-vous, l'univers n'est pas tenu de répondre à vos attentes en matière de justice. Mais vous pouvez toujours vous montrer à la hauteur de vos propres standards de vertu et de sagesse dans n'importe quelle situation, même la plus injuste. C'est là que réside la véritable force. La prochaine phrase piège que l'homme sage efface de son vocabulaire est « si seulement j'avais plus d'argent, je serais heureux. Si seulement j'étais né dans une autre famille, tout serait différent. Si seulement mon patron n'était pas un tel tyran, j'adorerais mon travail.
Ça vous parle? Cette tournure de phrase est un véritable poison mental. Elle envenime votre présent et paralyse votre avenir. Par essence, il s'agit d'une forme d'évasion, une fuite de la réalité vers un monde imaginaire où les conditions sont parfaites. En disant « si seulement », nous créons une illusion selon laquelle tous nos problèmes seraient résolus non pas par nos efforts, mais par un changement de circonstances extérieures, des circonstances qui, comme nous l'enseignent les stoïciens, ne sont pas sous notre contrôle. Sénèque disait que le fardeau le plus lourd est celui que nous nous imposons nous-mêmes. Et cette phrase est l'un de ces fardeaux. Elle nous décharge de toute responsabilité. Au lieu de travailler sur notre situation financière ici et maintenant, nous rêvons de gagner à la loterie. Au lieu d'apprendre à poser des limites avec un chef difficile ou de chercher un nouvel emploi, nous attendons qu'il change de lui-même. C'est la posture de l'attente perpétuelle. L'homme sage, lui, comprend que la vie se passe au présent, pas au mode conditionnel. Il ne perd pas de temps à se lamenter sur les cartes qui ne lui ont pas été distribuées. Il regarde celles qu'il a en main et réfléchit à la meilleure façon de les jouer. Au lieu de penser « si seulement j'avais plus d'argent », il se demande « comment puis-je gérer plus efficacement l'argent dont je dispose ? Quelles mesures puis-je prendre aujourd'hui pour augmenter mes revenus demain ?» Au lieu de « si seulement j'avais un autre patron », il réfléchit « quelles compétences en communication puis-je développer pour minimiser les conflits ? Quels aspects de mon travail sont dans ma zone de contrôle et comment puis-je y exceller ?» Remplacer le « si seulement » par le « comment puis-je » ou « qu'est-ce que je vais faire ?» est la transition d'un rêveur passif à un acteur proactif. C'est reconnaître que le véritable point de pouvoir n'est pas dans un passé ou un futur hypothétique, mais juste ici, maintenant, entre vos mains. Cessez d'attendre les conditions idéales, elles n'arriveront jamais. Commencez à agir avec les conditions que vous avez. C'est le seul chemin vers un changement réel. Voici la troisième phrase, la championne incontestée de l'auto-sabotage. Je ne peux pas. Ces trois petits mots possèdent une puissance destructrice incroyable. Dire « je ne peux pas », ce n'est pas simplement constater un fait, c'est se rendre un verdict de culpabilité. Nous érigeons dans notre esprit un mur qui nous semble insurmontable. Je suis incapable de parler en public. Je n'y arriverai jamais avec cette langue. Impossible de perdre du poids. Chaque déclaration est un verrou que nous posons nous-mêmes sur la porte de nos opportunités. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes, comprenaient la fausseté de cette formule. Il enseignait que la majorité de nos « je ne peux pas » sont en réalité des « je ne veux pas » ou des « j'ai peur » déguisés. Je suis incapable de parler en public signifie souvent « je crains le jugement et l'échec ». Et cette peur est plus forte que mon désir de partager mes idées. De même, je ne peux pas apprendre une langue, cache souvent, je refuse d'y consacrer des centaines d'heures d'efforts et d'avoir l'air bête en faisant des erreurs. Une personne sage procède à une véritable révision de ses « je ne peux pas ». Elle remplace cette formulation catégorique et définitive par une expression plus honnête et constructive. Au lieu de « je ne peux pas », elle dit « je dois développer cette compétence » ou « je ne sais pas encore comment m'y prendre ». Sentez-vous la nuance « je ne peux pas », c'est une impasse. « Je ne sais pas encore comment », c'est le point de départ d'une nouvelle exploration. Cette dernière formule sous-entend que la solution existe, il suffit de la découvrir. Cela transforme la difficulté d'une barrière infranchissable en un défi stimulant. Mieux encore, la personne avisée adopte la stratégie de diviser le grand « je ne peux pas » en de petits « je peux » réalisables. Je ne peux pas courir un marathon devient « je peux courir 1 kilomètre aujourd'hui ». Je ne peux pas écrire de livre se mue en « je peux écrire un paragraphe aujourd'hui ». Cette approche, qui s'appuie sur la philosophie du progrès graduel, permet de contourner la résistance psychologique et d'avancer pas à pas. Souvenez-vous de ceci, les mots que vous utilisez avec vous-même possèdent une force d'autosuggestion. En prononçant « je ne peux pas », vous programmez votre cerveau à l'échec. Il cesse de chercher des solutions puisque vous lui avez déjà indiqué qu'il n'y en avait pas. Commencez plutôt à dire « je vais essayer, je vais apprendre, je trouverai un moyen ». Et vous serez surpris de découvrir que la plupart des murs qui vous semblaient être de pierre massive n'étaient en réalité que de simples murs de carton.
Passons au quatrième piège de notre langage. Les expressions « ça se passe toujours comme ça » ou « sa sœur jumelle », ça ne marche jamais. Ces généralisations sont de pures distorsions cognitives. Notre cerveau est paresseux, il aime les schémas simples et les raccourcis. Quand nous faisons face à un échec, par exemple être en retard à une réunion pour la 3e fois d'affilée à cause des embouteillages, il est plus facile pour notre cerveau de conclure « je suis toujours en retard » ou « il est impossible d'arriver à l'heure dans cette ville », plutôt que d'analyser les causes spécifiques de chaque situation. Mais quel est l'effet de ces phrases? Elles nous privent de notre libre arbitre et nous enferment dans la cage de nos expériences passées. Si vous vous êtes convaincu que vous ne pouvez jamais construire de relation, vous allez inconsciemment saboter toute nouvelle rencontre juste pour confirmer votre propre jugement. Si vous croyez que vous ratez toujours vos entretiens, vous vous présenterez au prochain avec un sentiment de défaite, ce qui, bien sûr, mènera probablement à l'échec réel. Cela devient une prophétie autoréalisatrice. Les stoïciens prônaient une perception de la réalité à la fois lucide et précise. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle se rappelait constamment de considérer chaque événement de manière isolée, tel qu'il est, sans le poids du passé, ni l'angoisse de l'avenir. Une personne intelligente suit ce principe. Au lieu de dire « mes idées ne sont jamais valorisées », elle dira « mon idée n'a pas été retenue lors de la dernière réunion. Analysons pourquoi. L'ai-je mal présenté? Était-ce le mauvais moment? Comment puis-je mieux structurer mon argumentation la prochaine fois ?» Cette approche remplace la généralisation émotionnelle par l'analyse rationnelle. Elle vous redonne le contrôle au lieu d'être la victime des éternels « toujours » ou « jamais ». Vous devenez un chercheur qui étudie des situations précises et qui trouve des solutions concrètes. Essayez l'expérience suivante. Pendant une semaine, faites attention à la fréquence à laquelle vous utilisez les mots « toujours »,« jamais »,« constamment »,« éternellement ». Chaque fois que vous vous surprenez à le faire, arrêtez-vous et demandez « est-ce réellement vrai? Est-ce que cela s'est produit absolument à chaque fois sans aucune exception ?» Dans 99% des cas, vous découvrirez qu'il s'agit d'une exagération. Remplacez-la par des formulations plus précises, parfois, récemment, dans 3 cas sur 5. Ce simple changement de vocabulaire vous aidera à vous libérer de l'emprise des généralisations négatives et à percevoir le monde et vos possibilités de manière beaucoup plus réaliste et optimiste. La 5e phrase que la personne sage raye de son vocabulaire est particulièrement insidieuse, car elle se masque souvent sous un air de politesse « je dis juste ce que je pense » ou ses variations « pour être honnête » ou encore « ne le prends pas mal, mais… » Généralement, ces mots sont suivis d'une critique non sollicitée, d'une remarque déplacée ou tout simplement d'une grossièreté. Celui qui emploie cette formule cherche en réalité à se décharger de la responsabilité de ses paroles et de leurs conséquences. C'est comme s'il disait « ce n'est pas moi qui t'offense, c'est la réalité objective, je ne fais que la verbaliser ». C'est de la manipulation pure et simple. Premièrement, ce que nous appelons réalité ou vérité n'est presque toujours que notre opinion subjective, colorée par notre expérience, notre humeur et nos biais. Dans les relations interpersonnelles, la vérité objective est une chimère. Deuxièmement, même si votre remarque contient une part de vérité, sa pertinence n'est pas uniquement déterminée par son contenu, mais aussi par la forme, le moment et l'intention de sa transmission. Le stoïcisme ne parle pas seulement de résilience intérieure, mais aussi de responsabilité sociale et de vivre en harmonie avec les autres. Une personne avisée comprend que le but de la communication n'est pas de déverser sa vérité, mais d'atteindre la compréhension mutuelle, d'aider ou d'améliorer une situation. C'est pourquoi, avant de s'exprimer, le sage se pose plusieurs questions. La première, quel est mon véritable objectif ? Est-ce que je cherche à aider cette personne ou simplement à m'affirmer à ses dépens ou à exprimer mon irritation? La deuxième, est-ce le bon moment et le bon endroit pour cette conversation? Critiquer un collègue devant tout le monde, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de l'humiliation. La troisième, sous quelle forme mes paroles apporteront-elles plus de bénéfices que de dommages? Au lieu de
Sans vouloir t'offenser, ton rapport est horrible, la personne intelligente dira « J'ai regardé ton rapport, les données sont excellentes. Il me semble que si nous retravaillons légèrement la structure et ajoutons quelques visualisations, l'impact sera encore plus fort. Voudrais-tu que nous réfléchissions ensemble à la meilleure approche? Voyez-vous la différence? Le fond est le même, mais la manière de présenter les choses change tout. Dans le premier cas, c'est une attaque qui provoque une réaction défensive. Dans le second, c'est une proposition de collaboration qui motive la croissance. Alors, la prochaine fois que la phrase « je vais juste dire la vérité » sera sur le bout de votre langue, marquez une pause. Demandez-vous si vous voulez simplement énoncer un fait ou si vous visez un résultat constructif. La véritable honnêteté n'est pas une grossièreté cachée derrière la feuille de vigne de la Dicola vérité. C'est une sagesse qui sait comment, quand et pourquoi parler. La 6e phrase à bannir de notre vocabulaire est « je n'ai pas le choix ». C'est probablement l'une des plus grandes illusions dans lesquelles nous pouvons nous enfermer. Cette formule est l'expression verbale de la résignation, de l'impuissance apprise. En la prononçant, nous déléguons tout pouvoir sur notre vie aux forces extérieures, aux autres ou aux circonstances. Je ne peux pas quitter ce travail que je déteste, j'ai un crédit immobilier, je n'ai pas le choix. Je dois fréquenter ces proches toxiques, après tout, c'est ma famille, je n'ai pas le choix. Dans ces moments-là, nous nous sentons comme un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Pourtant, la leçon fondamentale du stoïcisme transmise par Épictète est que nous avons toujours le choix, même dans les situations qui semblent les plus désespérées. Nous ne pouvons peut-être pas choisir les circonstances elles-mêmes, nous ne pouvons pas choisir d'avoir une hypothèque ni la composition de notre famille, mais nous pouvons toujours, absolument toujours, choisir notre réaction face à ces circonstances. C'est là que réside notre liberté principale, celle que personne ne peut nous enlever. Face à une situation difficile, le sage ne dira jamais « je n'ai pas le choix ». Il dira « j'ai plusieurs options et chacune a un coût, évaluons-les ». Au lieu de penser « je ne peux pas démissionner », il raisonne ainsi. Option 1, rester à ce poste, coût, épuisement émotionnel, stress, stagnation. Avantage, un salaire stable pour rembourser le crédit. Option 2, commencer à chercher un nouvel emploi. Coût, incertitude temporaire, effort de recherche. Avantage, chance de trouver un poste épanouissant et potentiellement mieux rémunéré. Option 3, trouver un travail d'appoint pour créer un filet de sécurité financière et démissionner ensuite. Coût, moins de temps libre à court terme. Avantage, l'obtention de la liberté à long terme. Lorsque vous formulez le problème de cette manière, vous cessez d'être une victime. Vous devenez un stratège qui analyse les risques et les bénéfices. Vous redevenez l'acteur principal de votre existence. Même dans les conditions les plus extrêmes, le choix subsiste. Viktor Frankl, psychiatre ayant survécu au camp de concentration, écrivait que l'on peut tout enlever à un être humain, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude face à n'importe quelle situation donnée. Par conséquent, quand vous avez l'impression d'être dans une impasse et que vous n'avez pas le choix, sachez que c'est une illusion. Le choix existe toujours. Il est peut-être difficile. Il se peut qu'aucune des options ne vous plaise. Mais reconnaître l'existence même de ce choix est le premier et le plus important, pas pour reprendre le contrôle de votre vie. La 7e phrase que vous n'entendrez jamais de la bouche d'une personne sage est « il, elle m'énerve tellement » ou « il, elle m'a mis hors de moi ». À première vue, ce n'est qu'une simple description de nos sentiments. Mais le diable, comme toujours, se cache dans les détails. La structure même de cette phrase révèle une erreur de raisonnement fondamentale. Elle sous-entend que l'autre personne détient un pouvoir direct sur votre état émotionnel, comme s'il possédait une télécommande appuyée sur le bouton « irritation » ou « colère » et que vous étiez impuissant face à cela. Or, cela contredit totalement la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements ou les gens qui nous bouleversent, mais nos jugements sur ces événements et ces gens. Votre collègue n'a pas envoyé le rapport à temps. C'est un simple fait. Votre réaction, irritation, colère, panique est le résultat de votre jugement personnel. Il me laisse tomber,
Il me manque de respect. Maintenant, je ne pourrai pas terminer mon travail à temps. C'est ce jugement, et non l'acte du collègue lui-même, qui est la véritable source de votre souffrance. Une personne intelligente comprend cela et assume l'entière responsabilité de ses émotions. Au lieu de dire « il m'irrite », elle analyse la situation de l'intérieur. Elle se dit « quand il n'envoie pas le rapport à temps, je ressens de l'irritation parce que je m'inquiète pour les délais du projet. » Ce petit changement de formulation est d'une importance capitale. Premièrement, vous cessez de blâmer l'autre pour vous concentrer sur l'analyse de vos propres sentiments et de leurs causes. Deuxièmement, cela ouvre la voie à des actions constructives. Si le problème réside dans votre anxiété concernant les délais, la solution n'est pas de crier sur votre collègue, mais de trouver un moyen de gérer le risque. Par exemple, établir des échéances intermédiaires à l'avance ou prévoir un plan B. Marc Aurèle conseillait « Si une chose t'afflige, ce n'est pas la chose elle-même qui t'ennuie, mais ton jugement sur cette chose. Or, il est en ton pouvoir de modifier ce jugement. » Par conséquent, lorsque quelqu'un agit différemment de ce que vous attendiez, faites une pause. Séparez le fait de votre interprétation. Le fait, la personne est arrivée en retard à la réunion, votre interprétation, elle me manque de respect. Mais peut-être qu'elle a eu un pneu crevé ou que son enfant est tombé malade, vous ne le savez pas. Ce que vous savez avec certitude, c'est que votre irritation est un choix qui vous appartient. Vous pouvez choisir la compréhension, la patience ou simplement une résolution constructive du problème. En abandonnant la phrase « il me rend fou », vous retirez aux autres le pouvoir sur votre humeur et vous devenez le véritable maître de votre monde intérieur. La 8e expression qu'une personne avisée évite scrupuleusement est celle-ci « je suis trop vieux ou trop jeune pour ça ». Cette phrase est l'une des échappatoires les plus courantes et les plus commodes pour s'empêcher de commencer quelque chose de nouveau ou de sortir de sa zone de confort. J'aimerais apprendre la programmation, mais j'ai 40 ans passés. Comment rivaliser avec des jeunes de 20 ans? J'ouvrirai bien mon entreprise, mais je n'ai que 22 ans. Qui me prendra au sérieux? L'âge est ici utilisé comme un obstacle insurmontable, comme un rideau de fer qui nous sépare de nos propres désirs. Les stoïciens qualifieraient ce type de pensée de servitude volontaire face aux stéréotypes sociaux. Ils valorisaient la sagesse et l'expérience qui viennent avec les années, mais comprenaient aussi que la vertu et le développement ne connaissent aucune limite d'âge. La philosophie est une pratique qui dure toute la vie. Il n'est jamais trop tard, ni jamais trop tôt pour apprendre. Une personne intelligente ne voit pas l'âge comme un mur, mais comme un ensemble unique de ressources. S'il se juge trop vieux, il réfléchit ainsi. Certes, j'ai peut-être moins d'énergie que les plus jeunes, mais je possède une expérience de vie, la sagesse, un réseau de contacts et une stabilité financière qu'ils n'ont pas. Comment puis-je tirer parti de ces atouts? Il comprend qu'il peut apprendre à son propre rythme, que son objectif n'est pas de rivaliser, mais de progresser pour lui-même. S'il se sent trop jeune, son raisonnement s'inverse. Oui, je manque peut-être d'expérience, mais j'ai de l'énergie, une grande flexibilité d'esprit, une forte propension au risque et un temps infini devant moi. Comment utiliser ce dynamisme pour accumuler rapidement de l'expérience? Il n'a pas honte de sa jeunesse. Il en fait son avantage concurrentiel. L'histoire regorge d'exemples qui démentent cette excuse. Le colonel Sanders a fondé KFC alors qu'il avait dépassé la soixantaine. Mark Zuckerberg a créé Facebook à 19 ans. Ce qui compte n'est pas le nombre d'années vécues, mais la manière dont vous les utilisez. La phrase « je suis trop vieux, trop jeune » est le symptôme d'une peur. La peur de l'échec, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur du changement. Admettre cette peur est le premier pas vers sa victoire. Au lieu de se cacher derrière le chiffre sur sa carte d'identité, la personne sage se dit « J'ai un peu peur de me lancer à mon âge, mais je vais quand même essayer. Quelle est la première petite étape que je peux franchir dès aujourd'hui ?» C'est cette approche qui ouvre les portes de l'apprentissage et de l'épanouissement continu, transformant chaque étape de la vie non pas en une contrainte, mais en un nouveau chapitre rempli d'opportunités uniques. La 9e affirmation qu'une personne vraiment sage s'interdit de prononcer avec assurance est « Je sais tout là-dessus ». Cette déclaration n'est pas un signe de force, mais bien de faiblesse.
c'est l'expression de l'orgueil et de la paresse intellectuelle. Dès qu'un individu décide qu'il a atteint le sommet de la connaissance dans un domaine donné, il met fin à son propre développement. Son esprit se ferme aux nouvelles informations, aux points de vue alternatifs, à la critique et à la croissance. Il érige autour de lui une forteresse de ses propres dogmes et cesse de percevoir le monde réel dans toute sa complexité et sa diversité. Socrate, l'un des précurseurs du stoïcisme, déclarait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». La plus grande sagesse réside dans ce paradoxe. Reconnaître la limite de ses propres connaissances est la condition nécessaire à l'apprentissage continu. La personne intelligente laisse toujours une place au doute. Elle aborde tout sujet avec la curiosité d'un novice. Au lieu de lancer un « je sais tout sur le marketing », elle dira « j'ai 15 ans d'expérience dans ce domaine et voici ce que j'ai compris jusqu'à présent. Mais je reste toujours ouverte aux nouvelles idées. Parlez-moi de votre vision. » Cette approche, en plus de favoriser son propre apprentissage continu, lui attire la sympathie des autres. Personne n'aime les monsieur je sais tout. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre et à admettre leurs erreurs. Affirmer « je sais tout » met instantanément fin à tout dialogue et le transforme en monologue. Or, la personne sage valorise l'échange, car elle comprend que la vérité naît souvent de la confrontation des différentes opinions. Elle n'a pas peur de dire « je peux me tromper » ou « c'est un point de vue intéressant, je n'y avais pas pensé ». Cette posture d'humilité intellectuelle est le signe d'une grande force intérieure et d'une véritable confiance en soi. Seule une personne réellement sûre d'elle n'a pas peur de montrer qu'elle a des lacunes. Elle comprend que sa valeur ne réside pas dans le volume de connaissances accumulées, mais dans sa capacité et son désir d'apprendre sans cesse. Par conséquent, si vous souhaitez progresser, bannissez de votre vocabulaire la phrase « je sais tout ». Remplacez-la par « je veux en apprendre davantage ». Soyez l'éternel étudiant dans l'école de la vie. Votre esprit restera alors vif, flexible et ouvert aux découvertes étonnantes que le monde est prêt à vous offrir. La 10e phrase que la personne sage évite est empreinte d'une agression passive et d'un jugement déguisé. Je te l'avais bien dit. Ces mots sont généralement prononcés lorsque quelqu'un a échoué après avoir suivi un conseil différent du vôtre ou après avoir ignoré votre avertissement. En apparence, vous ne faites que constater que vous aviez raison. Mais en réalité, à cet instant précis, vous faites passer votre ego avant la compassion et le soutien. Le but de cette phrase n'est pas d'aider la personne, mais de vous affirmer à ses dépens. C'est comme dire « Regarde, j'étais dans le vrai, et pas toi, je suis plus intelligent ». C'est donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre. C'est une démonstration de supériorité au moment même où l'autre est le plus vulnérable. Le stoïcisme nous enseigne l'empathie et l'importance d'être utile à la communauté. La personne sage comprend que lorsqu'un ami, un collègue ou un proche commet une erreur, la dernière chose dont il a besoin est qu'on lui rappelle son échec. Il a besoin de soutien, d'aide et d'une analyse constructive de la situation. Plutôt que de savourer sa propre justesse, l'individu intelligent fera preuve d'empathie. Il dira quelque chose comme « Je suis sincèrement désolé que cela se soit passé ainsi. Comment puis-je t'aider maintenant ?» Ou, si cela est pertinent, réfléchissons ensemble à ce que l'on peut faire pour corriger la situation et aux leçons que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Cette approche transforme la dynamique relationnelle, passant de la confrontation à la collaboration. Vous montrez que vous êtes du côté de cette personne et non contre elle. Vous êtes une équipe unie face aux difficultés. La phrase « je te l'avais dit » détruit la confiance. Elle incite l'autre à vous cacher ses problèmes et ses échecs la prochaine fois, par peur d'être jugé. À l'inverse, le soutien et la compassion renforcent les liens et créent un espace sécurisant où les gens n'ont pas peur de se tromper et d'apprendre de leurs erreurs. De plus, l'obsession de toujours vouloir prouver que l'on a raison est souvent un signe de manque d'assurance. Une personne qui a confiance en ses connaissances et en sa sagesse n'a pas besoin d'enfoncer les autres dans leurs erreurs pour se sentir importante. Son estime de soi n'est pas dépendante des échecs de son entourage. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de prononcer cette phrase cinglante, retenez-vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important à cet instant, mon ego ou ma relation avec cette personne?
Est-ce que je cherche à avoir raison ou à être utile? Le choix de l'homme sage sera toujours en faveur du second. La 11e phrase qu'une personne sage ne brandira jamais comme excuse est « j'ai simplement ce caractère-là ». Cette affirmation n'est rien d'autre qu'une forme de capitulation intellectuelle. En répondant cela, face à la critique de son comportement, qu'il s'agisse de son irritabilité, de son manque de ponctualité ou de son pessimisme, la personne déclare, en substance, qu'elle est incapable et qu'elle refuse de changer. Elle présente son caractère comme une entité monolithique et immuable gravée dans le marbre depuis la naissance. Je crie sur les gens, je suis colérique, c'est mon caractère. Je suis toujours en retard, je suis juste désorganisé de nature. C'est une position excessivement confortable, car elle permet de s'exonérer de toute responsabilité quant à ses actes et à l'impact qu'ils ont sur autrui. Or, les stoïciens étaient convaincus du contraire. Ils croyaient à la possibilité et à la nécessité d'un perfectionnement moral constant. Pour eux, le caractère, ou, comme ils l'auraient appelé, la vertu, n'est pas quelque chose qui nous est donné, mais quelque chose que nous forgeons quotidiennement par nos choix, nos habitudes et nos actions. Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. De même, nous ne sommes pas colériques par nature, nous le devenons par l'habitude de céder à la colère. La personne intelligente comprend que son caractère n'est pas une sentence, mais un projet qu'elle façonne toute sa vie. Elle ne nie pas ses inclinations innées, mais elle refuse de les laisser la diriger. Au lieu de dire « j'ai ce caractère-là », elle dira « oui, j'ai une tendance à l'impulsivité et je travaille à mieux contrôler mes réactions ». Ou « je sais qu'il m'est difficile d'être ponctuel, c'est pourquoi je m'efforce d'utiliser des techniques de planification spécifiques pour lutter contre cette faiblesse. » Une telle formulation témoigne de la conscience de soi, de l'humilité et, par-dessus tout, de la responsabilité. Elle montre que la personne n'accepte pas passivement ses défauts, mais qu'elle cherche activement à devenir une meilleure version d'elle-même. Cela inspire le respect et la volonté d'aider. En rejetant cette phrase fataliste, vous vous ouvrez à des possibilités de croissance illimitées. Vous reconnaissez que vos habitudes, vos réactions et même vos traits de personnalité ne sont rien d'autre que le résultat d'un entraînement. Et si vous avez réussi à vous entraîner à être désorganisé ou colérique, cela signifie que vous pouvez tout aussi bien vous entraîner à être discipliné, calme et sage. Penchons-nous sur un autre concept, une phrase qui agit comme un poison subtil pour notre potentiel. Cette phrase, c'est « j'ai besoin de plus de motivation ». Nous la prononçons souvent lorsque nous procrastinons ou que nous n'arrivons pas à nous lancer dans une tâche essentielle. Nous restons assis, attendant qu'une inspiration, un élan magique vienne nous pousser à l'action. Nous regardons des vidéos de motivation, nous lisons des histoires de succès, espérant attraper cette fameuse vague. Mais cette approche contient une erreur fondamentale que les stoïciens auraient immédiatement identifiée. Ils diraient que nous confondons la cause et l'effet. Nous pensons que la motivation précède l'action. Mais en réalité, dans la grande majorité des cas, c'est l'action qui précède la motivation. L'homme sage n'attend pas la motivation. Il la crée par la discipline. Il comprend que l'appétit vient en mangeant. Au lieu de dire « je manque de motivation pour aller à la salle de sport », il dit « j'irai à la salle de sport parce que j'en ai pris la décision, quel que soit mon état d'esprit ». Et que se passe-t-il après? Après les 10 premières minutes d'entraînement, quand le sang commence à circuler plus vite, quand il sent ses muscles travailler, la motivation arrive. Il commence à prendre plaisir au processus et veut continuer. Au lieu de « j'ai besoin de motivation pour écrire cet article », il se dit « j'écrirai un paragraphe, juste un seul ». Il s'assied et écrit ce paragraphe. Et pendant qu'il travaille, les pensées s'alignent, de nouvelles idées apparaissent, et là, il ne peut plus s'arrêter. La motivation n'est pas l'essence qu'il faut verser dans le réservoir avant de partir. La motivation, c'est plutôt une dynamo qu'il faut d'abord mettre en marche par ses propres efforts, et ce n'est qu'après qu'elle commencera à produire de l'énergie. S'appuyer sur une motivation externe, c'est être dépendant des émotions passagères et des stimulations extérieures.
C'est comme construire sa maison sur le sable. La discipline, elle, est le fondement que vous construisez vous-même. C'est la décision de faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. Et le paradoxe est que c'est précisément la discipline qui, au bout du compte, engendre la motivation la plus solide et la plus authentique, celle qui est basée sur le respect de soi et la fierté du devoir accompli. Alors, cessez d'attendre que le vent tourne, arrêtez de chercher la motivation, faites simplement le premier pas, le plus petit, et vous verrez comment la motivation vous rattrapera en cours de route. La prochaine expression que la personne sage utilise avec une extrême prudence est « je mérite mieux ». À première vue, c'est une affirmation puissante, un moteur d'estime de soi, et dans certains contextes, comme lorsqu'on quitte une relation toxique, elle peut être salutaire. Mais très souvent, cette phrase se révèle être la manifestation d'un égoïsme enfantin et d'attentes irréalistes envers le monde. Quand nous disons « je mérite », nous sous-entendons que l'univers ou les autres nous doivent quelque chose, simplement du fait de notre existence. Nous attendons que la meilleure offre d'emploi, le partenaire idéal ou la reconnaissance générale nous soit servie sur un plateau d'argent. C'est une posture passive et exigeante. Le stoïcisme propose une perspective radicalement différente. Les stoïciens ne s'attardaient pas sur ce qu'ils méritaient du monde. Ils parlaient du devoir qu'ils devaient accomplir envers le monde et envers eux-mêmes. Leur attention était focalisée non pas sur la réception, mais sur l'action. Marc Aurèle, bien qu'empereur, se rappelait chaque matin qu'il devait se lever pour servir son peuple et non pour se prélasser dans son lit. Il ne pensait pas mériter le pouvoir et les honneurs. Il considérait qu'il était de son devoir d'être un souverain vertueux et juste. La personne intelligente remplace la mentalité du mérite par celle de la création et de la congruence. Au lieu de dire « je mérite une promotion », elle se demande « que dois-je faire pour être à la hauteur du poste que je convoite ? Quelles compétences dois-je développer ? Quelle valeur dois-je apporter à l'entreprise pour que ma promotion devienne logique et inévitable ? Au lieu de « je mérite le respect », elle se demande « comment dois-je me comporter pour inspirer le respect des gens de valeur ?» Ce changement de perspective est colossal. Il transfère le centre de contrôle du monde extérieur vers vous-même. Vous cessez d'être un quémandeur, la main tendue, et devenez l'architecte de votre propre vie. Vous n'attendez pas qu'on vous donne quelque chose. Vous créez la valeur qui attire naturellement les résultats souhaités. De plus, le sentiment constant de mériter quelque chose sans jamais l'obtenir est la voie royale vers le ressentiment, l'envie et la frustration. Vous passerez votre temps à vous comparer aux autres, irrité de voir qu'ils ont obtenu ce qui, selon vous, aurait dû vous revenir. En revanche, se concentrer sur sa propre croissance et sur le service apporte la satisfaction et l'harmonie intérieure, indépendamment des récompenses extérieures. Soyez donc prudent avec cette expression. Ne cherchez pas à obtenir ce que vous croyez mériter, cherchez plutôt à devenir la personne qui est digne du meilleur. Une autre phrase qui empoisonne notre esprit et nous empêche d'avancer est celle-ci « ce n'est pas ma faute » ou « je n'y suis pour rien ». C'est une réaction défensive purement instinctive. Personne n'aime se sentir coupable. Par conséquent, quand quelque chose tourne mal, un projet échoue, un conflit éclate, une erreur est commise, le premier réflexe est souvent de chercher un bouc émissaire. On cherche à rejeter la faute sur un collègue, un partenaire, les circonstances, n'importe qui sauf soi-même. Mais cette tactique, bien qu'elle apporte un soulagement éphémère à notre ego, cause des dommages considérables à long terme. Premièrement, elle nous prive de toute possibilité d'apprentissage. Si quelqu'un d'autre est responsable de chacun de nos échecs, quelles leçons pouvons-nous en tirer personnellement ? Aucune. Nous stagnons, prêts à répéter les mêmes erreurs indéfiniment. Deuxièmement, elle détruit la confiance et les relations. Les gens ne veulent pas travailler ou vivre avec quelqu'un qui n'admet jamais ses torts. Cela engendre une atmosphère toxique de reproches mutuels. Les stoïciens, au contraire, prônaient la responsabilité radicale. Ils enseignaient d'accepter l'entière responsabilité de ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire, rappelons-le, nos pensées, nos jugements et nos actions. Face à un problème, une personne avisée ne cherche pas de coupable. Elle cherche des causes et des solutions. Sa première question n'est pas
qui est responsable, mais quelle a été ma contribution à cette situation? Même si la faute principale incombe objectivement à quelqu'un d'autre, elle analyse tout de même son propre rôle. Ai-je été assez clair dans mes instructions? Ai-je suffisamment vérifié le processus à une étape intermédiaire? Ai-je ignoré les premiers signaux d'alerte? Cette approche n'a rien à voir avec l'autoflagellation. Son but n'est pas de se lamenter, mais de tirer le maximum de leçons de la situation pour éviter de la reproduire. C'est une posture de force. La personne qui affirme « j'assume ma part de responsabilité dans cet échec » inspire le respect. Elle fait preuve de maturité, d'honnêteté et d'une volonté de progresser. On a envie de la suivre, de travailler avec elle. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose ne se passera pas comme prévu, réprimez cette impulsion instinctive de chercher un bouc émissaire. Regardez-vous plutôt dans le miroir et demandez « qu'aurais-je pu faire différemment ?» Et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? C'est précisément cette capacité à prendre ses responsabilités plutôt qu'à rejeter la faute qui distingue le leader de l'exécutant, le sage du simple citoyen. La 15e phrase que nous allons décortiquer est souvent lâchée dans un lourd soupir et est l'incarnation même du désespoir. Tout est inutile. C'est la quintessence du pessimisme et du défaitisme. Quand quelqu'un prononce ces mots, il déclare sa défaite à l'avance, sans même avoir tenté de livrer bataille. Je veux me remettre en forme, mais c'est inutile, je vais craquer de toute façon. On pourrait essayer de sauver cette relation, mais c'est peine perdue. Rien ne changera. Cette phrase paralyse la volonté et éteint la moindre étincelle d'espoir. Elle crée une réalité mentale où tous les efforts sont condamnés à l'échec. Pourquoi agir si le résultat est déjà écrit d'avance? Le stoïcisme, au contraire, est une philosophie d'action et de courage face à l'incertitude. Les stoïciens ne garantissaient pas le succès. Ils comprenaient parfaitement que le résultat final de toute entreprise échappait à notre contrôle total. Vous pouvez vous préparer parfaitement à un examen, mais tomber sur un sujet où la chance ne vous sourit pas. Vous pouvez créer un produit génial, mais le marché peut ne pas être prêt à l'accueillir. Mais pour le stoïcien, l'important n'était pas tant le résultat que l'effort lui-même, l'intention. L'essentiel est de faire tout ce qui dépend de nous, avec un engagement maximum et conformément à la vertu. Quant à l'issue, il faut l'accepter telle qu'elle se présente. La personne sage, au lieu de sombrer dans le désespoir et de déclarer « tout est inutile », applique ce qu'on appelle le test stoïcien. Elle se dit « oui, la situation semble compliquée. Les chances de succès sont peut-être minces, mais quel est le pas le plus petit, le plus simple que je puisse faire dès maintenant dans la bonne direction? » Elle ne pense pas à l'objectif final, qui peut sembler inaccessible et effrayant. Elle se concentre sur le processus. Je ne peux pas garantir que je perdrai 20 kilos, mais je peux garantir qu'aujourd'hui, je vais faire une promenade d'une demi-heure et que je ne toucherai pas aux sucreries. Je ne sais pas si nous pourrons sauver cette relation, mais aujourd'hui, je peux initier une discussion calme et honnête. Cette approche, basée sur les petits pas, fait des miracles. Elle nous sort de l'immobilisme, redonne un sentiment de contrôle et mène souvent à des résultats qui semblaient initialement impossibles, car chaque petite action modifie la donne et ouvre de nouvelles perspectives. Rappelez-vous, dire « tout est inutile » est le moyen le plus sûr pour que, effectivement, tout le devienne, alors que faire ce qui doit être fait quoi qu'il arrive est la seule chance de changer la situation pour le mieux. Comme le disait Sénèque, la chance c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Votre travail est de vous préparer, non de prédire l'avenir. La 16e phrase est très actuelle et résonne fortement dans notre culture de la consommation. Je serai heureux quand j'achèterai une nouvelle voiture. Je serai heureux quand j'aurai cette promotion. Je serai heureux quand je partirai en vacances. Nous ne faisons qu'ajourner notre propre bonheur. Nous le transformons en une sorte de récompense, un prix à gagner après avoir atteint un objectif extérieur. Les psychologues appellent ce phénomène le tapis roulant hédonique. Nous courons après une carotte, persuadés qu'une fois saisie, le bonheur éternel nous attend. Mais dès que nous l'atteignons, la voiture est achetée, le poste est obtenu, l'euphorie s'évanouit rapidement.
Très vite, la nouvelle voiture redevient un simple moyen de transport et le nouveau travail s'accompagne de son lot de problèmes. Et nous nous fixons un nouvel objectif, une nouvelle carotte, recommençant la course dans l'espoir que celle-ci, enfin, nous apportera le bonheur tant attendu. Les stoïciens considéraient cette approche comme fondamentalement erronée. Ils enseignaient que le bonheur ou eudémonia n'est pas une destination, mais bien une manière de voyager. Ce n'est pas une acquisition externe, mais un état intérieur, le fruit d'une vie vertueuse, la capacité de se réjouir de ce qui est et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Épictète disait que nous devrions souhaiter que les choses se passent non pas comme nous le voulons, mais telles qu'elles se produisent réellement. Alors notre vie s'écoulera avec sérénité. La personne sage ne conditionne pas son bonheur à des réussites futures. Elle apprend à trouver la joie et le sens dans le moment présent. Elle ne se dit pas « je serai heureux quand j'atteindrai le sommet de la montagne ». Elle dit « je suis heureux en ce moment même, profitant du processus d'ascension, de la vue qui s'offre à chaque pas, de l'air frais et de la sensation de mon corps en action ». Elle cultive la gratitude pour ce qu'elle possède déjà, au lieu de se lamenter sur ce qui lui manque. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer aux objectifs et aux ambitions. Les objectifs sont importants, ils nous donnent une direction. Mais la personne avisée dissocie le processus d'atteinte de l'objectif de son sentiment fondamental de bonheur. Elle peut aspirer à une promotion, mais son estime de soi et sa paix intérieure ne dépendent pas du fait qu'elle l'obtienne ou non. Elle trouve satisfaction dans le travail lui-même, dans le développement de ses compétences et dans le dépassement des difficultés. Arrêtez de remettre votre vie à plus tard. Le bonheur vous est accessible ici et maintenant. Il n'est ni dans les biens que vous pouvez acheter, ni dans le statut que vous pouvez atteindre. Il réside dans votre attitude face à l'existence, dans votre capacité à apprécier l'instant présent et à vivre en accord avec vos valeurs. Abordons la 17e phrase, celle qui revient si souvent dans notre discours, surtout lorsque nous cherchons à fuir une responsabilité ou à reporter une décision. Cette phrase, c'est « je ne sais pas ». Bien sûr, il y a des moments où l'ignorance est réelle, et l'admettre, comme nous l'avons dit, est une marque de sagesse, mais très souvent, ces mots masquent autre chose, la paresse, la peur, ou le simple refus de faire l'effort de penser. Que veux-tu faire de ta vie? Je ne sais pas. Comment résoudre ce problème? Je ne sais pas. Dans ces cas-là, le « je ne sais pas » n'est pas un constat d'absence d'information, c'est une manière d'esquiver la réponse, de refiler le fardeau de la décision à autrui ou simplement de repousser le problème. C'est une posture de passivité qui mène inévitablement à la stagnation. Une personne intelligente, même si elle n'a pas la solution immédiate, n'utilise pas le « je ne sais pas » comme un point final. Elle l'utilise plutôt comme une virgule, comme le point de départ d'une exploration. Au lieu de se contenter de dire « je ne sais pas », elle affirmera « c'est une excellente question, je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais voici ce que je vais faire pour la trouver », ou encore « laissez-moi y réfléchir et je reviendrai vers vous avec des pistes d'ici demain », ou bien « je ne sais pas, mais j'imagine que nous pourrions essayer ceci et cela ». Analysons les options possibles. Cette approche fait preuve de proactivité et de responsabilité. Elle transforme l'incertitude d'une impasse en une véritable rampe de lancement pour le processus de réflexion. C'est essentiel que l'on soit leader ou simplement membre responsable d'une équipe ou d'une famille. Les gens qui répondent constamment « je ne sais pas » sans proposer de suivi finissent par perdre toute crédibilité. On n'attend plus de solution d'eux, on cesse de leur faire confiance. À l'inverse, ceux qui, même sans réponse immédiate, sont prêts à prendre l'initiative de la recherche, suscitent respect et adhésion. Les stoïciens valorisaient la rationalité et la logique. Pour eux, la raison était l'outil suprême pour comprendre le monde et résoudre les problèmes. Par conséquent, l'abandon du processus de réflexion par un simple « je ne sais pas » aurait été pour eux un reniement de leur nature humaine. Ainsi, la prochaine fois que vous vous surprendrez à vouloir lâcher un « je ne sais pas », faites une pause. Demandez-vous, est-ce que vous ignorez sincèrement la réponse ou est-ce que vous refusez simplement l'effort de la trouver? Si c'est la seconde option, forcez votre cerveau à travailler.
Commencez à poser des questions, à générer des hypothèses, à chercher des informations. Transformez votre ignorance en une quête passionnante pour dénicher la solution. La 18e chose qu'une personne sage ne gaspille jamais est une promesse ou un serment en l'air. Je jure que je ne mangerai plus jamais de sucreries. Promis, je commence à courir, dès lundi. Je te donne ma parole que je finirai ce projet d'ici ce soir, même si vous savez pertinemment que c'est physiquement impossible. Nous faisons souvent de telles promesses sous le coup de l'émotion, cherchant à plaire aux autres ou à nous motiver nous-mêmes. Mais les engagements non tenus, même ceux que l'on se fait à soi-même, ont un effet dévastateur. Chaque parole trahie sape votre intégrité et votre autodiscipline. Votre voix intérieure finit par ne plus vous faire confiance. Lorsque, pour la 100e fois, vous vous dites que vous allez commencer une nouvelle vie dès lundi, votre subconscient se moque déjà de vous, car il sait que ce sont des mots vides de sens. La même chose se produit dans vos relations avec les autres. Si vous promettez sans cesse, sans jamais agir, votre réputation en pâtit. Les gens cessent de compter sur vous. Vos paroles perdent de leur poids. Vous devenez une personne dont le oui n'a aucune valeur. Les stoïciens attachaient une importance capitale à l'alignement entre la parole et l'action. Pour eux, la vertu ne résidait pas dans les beaux discours, mais dans les actes concrets. La personne intelligente comprend la puissance du mot et prend ses promesses avec une extrême rigueur. Avant de s'engager, elle évalue lucidement ses capacités. Elle préférera dire « Je ne peux pas garantir de finir cela d'ici ce soir », mais je ferai tout mon possible pour accomplir le maximum et je te tiendrai informé de l'avancement, plutôt que de donner une promesse irréaliste. C'est bien plus honnête et cela inspire davantage de respect. Au lieu de faire de grandes déclarations, elle préfère les actions discrètes mais cohérentes. Elle ne crie pas sur tous les toits qu'elle arrête de fumer. Elle agit, tout simplement, jour après jour, sans drame inutile. Ses actes parlent plus fort que n'importe quelle parole. Ce principe s'appelle « Under Promise and Over Deliver ». Promettez moins, mais réalisez plus. C'est la règle d'or pour bâtir la confiance, que ce soit envers vous-même ou envers votre entourage. Si vous voulez que vos mots aient de l'impact, cessez de vous éparpiller en promesses. Parlez moins, mais faites en sorte que chacune de vos paroles soit étayée par l'action, que votre « oui » soit plus solide que l'acier et votre « non » définitif et sans ambiguïté. C'est là que réside la véritable fiabilité et l'intégrité de la personne. La 19e habitude qui trahit la faiblesse et le manque d'assurance, c'est l'excès d'excuses. On entend souvent « Désolé de vous déranger, excusez-moi, est-ce que je peux poser une question bête ?» ou encore « Oh, pardon, je suis sûrement mal tombé. » Bien sûr, savoir s'excuser quand on a réellement tort est un signe de force et de maturité. Mais il existe une catégorie de personnes qui s'excusent constamment, presque pour leur simple existence. Elles s'excusent quand elles posent une question, quand elles expriment une opinion ou quand elles demandent de l'aide. Ce comportement est la marque d'une faible estime de soi et de la peur de déranger autrui. La personne qui s'excuse sans cesse envoie aux autres un signal non verbal clair. Je n'ai pas d'importance, mes besoins et mes pensées ne comptent pas. Je ne mérite ni votre temps ni votre attention. Cela la place d'emblée dans une position de faiblesse lors de toute interaction. Les gens commencent à la traiter en conséquence. Son opinion est ignorée et ses requêtes sont reléguées au second plan. Le stoïcisme nous enseigne à nous respecter autant que nous respectons les autres. Une personne sage comprend qu'elle a le même droit d'exister, d'exprimer son opinion et de disposer de son temps que n'importe qui d'autre. Elle n'adoptera pas un comportement arrogant ou sans gêne, mais elle ne s'excusera pas non plus d'être simplement là. Au lieu de dire « Excusez-moi de vous déranger, j'ai une question », elle dira avec assurance et politesse « Avez-vous une minute ? J'aurais besoin de votre aide concernant ce point. » Au lieu de « Pardon pour cette question stupide », elle dira « Je voudrais clarifier ce point pour mieux comprendre la situation. » Au lieu de « Oh, désolé de vous interrompre », elle dira « Je vois que vous êtes occupé. Quand seriez-vous disponible pour en parler ? Sentez-vous la nuance ? » L'action est la même, mais la présentation change absolument tout. Un discours assuré démontre le respect de soi et par conséquent inspire le respect chez les autres. Il montre que vous valorisez
à la fois votre temps et celui de votre interlocuteur. Faites donc l'audit de votre propre discours. Si vous constatez que le mot « désolé » ou « pardon » est devenu un tic de langage, commencez consciemment à l'éliminer dans les situations où vous n'avez aucune faute. Réservez les excuses au cas où elles sont réellement nécessaires. Le reste du temps, interagissez avec le monde en adoptant une position de calme dignité. Vous y avez pleinement droit. Et enfin, le 20e point, la chose la plus sournoise qu'une personne véritablement sage ne dira jamais. Ce n'est pas une phrase spécifique, mais toute une catégorie de propos. Il s'agit des ragots. Tu as entendu ce qui se passe dans leur service? Figure-toi qu'hier, elle a fait un truc incroyable. Il paraît qu'il va bientôt se faire licencier. Participer à la propagation de rumeurs est une activité qui peut sembler anodine, voire même créer des liens, mais en réalité, elle porte en elle un potentiel destructeur colossal. Premièrement, les ragots sont de la nourriture pour notre ego, mais une nourriture empoisonnée. En commentant les défauts et les échecs des autres, nous nous sentons, l'espace d'un instant, meilleurs, supérieurs, plus vertueux. Mais cette supériorité est illusoire, car elle est bâtie sur le malheur d'autrui. À long terme, elle ne nous rend ni meilleurs ni plus heureux. Deuxièmement, en propageant des informations non vérifiées et souvent mensongères, nous causons un préjudice réel à la réputation des autres. Les mots peuvent blesser plus profondément qu'une arme. Troisièmement, et c'est le point le plus crucial du point de vue stoïcien, s'engager dans les commérages est un gaspillage de la ressource la plus précieuse dont nous disposons, notre temps et notre attention. Marc Aurèle se le rappelait constamment, ne perds pas le reste de ta vie à méditer sur les autres, à moins que cela ne serve un bien commun. Une personne intelligente comprend que son énergie mentale est limitée. Elle ne la dépensera pas à dire du mal de ses collègues ou de ses voisins. Au lieu de cela, elle la canalisera vers ce qui compte vraiment, son développement personnel, son travail, le soin de ses proches ou la compréhension du monde. Quand on tente de l'entraîner dans une telle conversation, elle ne fera pas la leçon. Elle peut simplement changer de sujet. D'ailleurs, en parlant de travail, je voulais justement ton avis sur ce nouveau projet. Ou bien elle se retirera poliment de la discussion. Elle crée autour d'elle un espace exempt de négativité et de bavardage inutile. Ce qui l'intéresse, ce sont les idées, pas les gens. Elle se préoccupe des solutions, pas des problèmes. Elle préfère discuter de ce qui peut être amélioré plutôt que de qui est à blâmer. Renoncer au commérage n'est pas seulement une question d'éthique, c'est avant tout une question d'hygiène mentale. Tout comme vous ne mangeriez pas d'aliments avariés, vous ne devriez pas nourrir votre esprit d'informations toxiques. Concentrez-vous sur ce qui se trouve dans votre zone de contrôle, sur ce qui vous rend meilleur, vous et le monde qui vous entoure. Alors, vous verrez la qualité de votre vie et de vos pensées se transformer. Nous avons donc passé en revue tout un arsenal de mots et de phrases qui, à la manière de véritables virus mentaux, nous sapent de l'intérieur et empoisonnent nos relations avec les autres. Du « c'est injuste » de l'enfant qui sommeille en nous, au destructeur « je n'y arriverai jamais », de l'arrogant « je sais tout » aux commérages les plus vénéneux. À première vue, on pourrait croire que ce ne sont que des mots. Mais, comme nous l'avons vu à travers le prisme de la sagesse stoïcienne, ce n'est pas le cas. Chacune de ces phrases est le reflet direct de notre état d'esprit. C'est un choix. Le choix d'être une victime ou l'artisan de sa propre vie. Le choix de se plaindre ou d'agir. Le choix de s'enfermer dans le cocon de son ego ou de s'ouvrir à la croissance et à l'interaction avec le monde. La principale conclusion, simple mais incroyablement profonde, est la suivante. En changeant notre façon de parler, nous changeons notre réalité. En commençant à contrôler ce qui sort de notre bouche, nous apprenons à maîtriser nos pensées. Et en maîtrisant nos pensées, nous parvenons à cette forteresse intérieure, cette imperturbabilité et cette sagesse que les stoïciens recherchaient il y a 2000 ans et qui nous sont si nécessaires aujourd'hui dans notre monde chaotique et imprévisible. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une pratique quotidienne, une observation constante de soi. Mais chaque fois que vous vous surprenez à utiliser une de ces phrases et que vous la remplacez consciemment par une alternative plus constructive,
Vous faites un petit pas pour devenir une meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines leçons de sagesse pour la vie moderne. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la phrase que nous avons analysée qui vous est la plus familière et à laquelle êtes-vous prêt à renoncer dès aujourd'hui? Écrivez votre réponse la plus honnête dans les commentaires. Commençons ensemble ce voyage vers une parole consciente.